Et nous sommes aussi en plateau avec Laurence Desjoyaux, bonjour. Bonjour. Journaliste à l'hebdomadaire La Vie, Jean-François Coulon-Desarts, bonjour. Bonjour. Journaliste et écrivain. Par quoi cela passe-t-il de refuser la misère? C'est la question qu'on se pose, qu'on vous pose aussi. Vous pouvez réagir par mail direct@radionotre-dame.com. Au-delà de l'impuissance que l'on constate parfois quand on est dans le métro, dans la rue et qu'on voit cette misère, cette précarité qui s'étale. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment synonyme misère et précarité? Est-ce que la misère est le point ultime de la précarité? On va essayer de faire une explication de texte et de situation. Ce matin, en France, en 2022, 9,1 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, dont 2 millions sont en situation de grande pauvreté. Donc la misère serait un étage, l'étage inférieur, si on peut dire, de la pauvreté. Face à cette réalité, donc, cette journée mondiale du refus de la misère joue un rôle crucial en sensibilisant l'ensemble de la population à la lutte contre la pauvreté. On va essayer de voir ce qu'il en est avec Marie-Alette Grard, qui est présidente d'ATD Quart-Monde. Bonjour. Bonjour. Expliquez-nous un petit peu, justement, quand on pose cette question, par quoi cela passe, le refus de la misère? Quelle est votre réponse? Le refus de la misère, et c'est pour cela que nous avons voulu mettre en place cette journée mondiale du refus de la misère du 17 octobre, c'est montrer que l'on est capable de se mettre ensemble pour ne laisser personne sur le bord du chemin, pour n'abandonner personne, pour faire que ces personnes qui vivent des situations très difficiles au quotidien ne soient pas abandonnées. Voilà. Et le 17 octobre en particulier, excusez mes cordes vocales qui m'ont quitté hier, le 17 octobre en particulier, cette journée est faite pour donner la parole aux personnes qui ne l'ont pas le reste de l'année. Vraiment, ces personnes qui vivent la grande pauvreté, nous devons les entendre. Elles ont des choses à nous dire pour prendre part à la société, pour pouvoir prendre place dans la société. C'est le père Brzezinski au départ, non? Oui, c'est Joseph Brzezinski qui a souhaité mettre en place cette journée mondiale du refus de la misère. Et c'est vraiment très important parce que on voit que ça réunit des acteurs de tous horizons, des élus, des citoyens, des gens qui vivent la grande pauvreté, vraiment des gens de tous horizons sont ensemble, des chefs d'entreprise, etc. Tout le monde est ensemble pour dire ce jour-là, mais de manière importante et solennelle, nous voulons une société qui permet à tout le monde d'avoir sa place. Est-ce que ça veut dire plus de redistribution? Ça veut dire plus de redistribution, ça veut dire moins de stigmatisation, moins de discrimination, parce que malheureusement, les plus pauvres ne sont pas traités comme les autres personnes dans notre société. Comment sont-elles traitées justement, ces personnes plus pauvres? Comment peut-on le dire d'ailleurs? Comment peut-on l'évaluer en fait, Marie-Alette Grard? Cette année, nous avons décidé en France avec tous nos partenaires, nous avons plus de 200 partenaires autour de cette journée, qui sont des associations, des syndicats, des fondations, de parler de la maltraitance institutionnelle. Non pas pour montrer les institutions du doigt, mais pour dire que les professionnels souffrent au quotidien de ne pas pouvoir soulager les personnes, accompagner les personnes dans la confiance et dans la durée comme ils le souhaiteraient, parce que leur charge professionnelle est trop grande. Et les plus pauvres souffrent terriblement de cette maltraitance institutionnelle. C'est vraiment une question, un enjeu de survie pour eux. Je vous donne juste un exemple. Une femme enceinte de 6 mois qui appelle le 115 se verra répondre qu'on ne prend en hébergement d'urgence que les femmes enceintes à partir de 7 mois. Voilà où nous en sommes dans notre pays. Donc les effets de seuil, mais ça, c'est inévitable, les effets de seuil, Marie-Alette Grard. Mais, cher monsieur, les effets de seuil, pour une femme enceinte qui vit dehors par les temps qui courent, franchement, vous croyez que c'est normal dans un pays qui est la 7e puissance mondiale? Non, c'est absolument pas du tout normal. Et qu'est-ce qu'il y aurait, dernière question, Marie-Alette Grard, qu'est-ce qu'il y aurait dans le système français qui est quand même celui de l'État-providence, où il y a beaucoup de filets de sécurité? Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Écoutez, l'État-providence, certes, mais nous avons des millions de personnes qui sont en état de survie dans notre pays. Donc ce qu'il faut ajouter, c'est une véritable volonté politique et non pas un PLF, un budget de l'État, comme on le voit aujourd'hui, qui va de nouveau rogner tout ce que l'on peut sur le dos des plus pauvres, parce que en fait, c'est vraiment ça. Je pourrais vous donner des exemples tout à fait précis dans le budget. Et nous voulons aussi
que tous les citoyens de notre pays, chacune et chacun d'entre nous, peut prendre les choses en main. C'est-à-dire que non seulement les politiques doivent décider d'éradiquer la grande pauvreté dans notre pays, mais chacune et chacun d'entre nous peut agir là où il est, surtout sans opposer les uns aux autres. Dernière question justement, parce que vous l'avez dit, donnez-moi un exemple précisément dans le budget, un exemple dont vous estimez que ça va dans la mauvaise direction. Eh bien, je vais vous prendre, qu'est-ce que je vais vous prendre? Je vais vous prendre, vous savez, l'ALD. Ce sont des gens qui souffrent de pathologies chroniques. Ce sont des gens qui sont donc à 100% pour leur pathologie, mais les pathologies chroniques touchent particulièrement les personnes les plus défavorisées. Eh bien, ce qui est prévu, c'est de faire payer 2, 3 ou 4 euros le taxi ou le VSL pour emmener les gens faire leur traitement, suivre leur traitement. Qu'est-ce qui va se passer? Des gens qui sont au RSA sont en incapacité de payer 2 euros ou 3 euros par trajet. Ils vont arrêter d'aller se faire soigner. Et ça, c'est pas possible. Merci beaucoup Marie-Alette Grard, présidente d'ATD Quart-Monde, pour cette journée du refus de la misère. Jean-François Coulon-Desarts et Laurence Desjoyaux. Peut-être d'abord une réaction à ce que Marie-Alette Grard nous a dit ce matin pour présenter cette journée. Oui, je pense que Marie-Alette Grard, elle a quand même bien résumé les choses. Le refus de la misère, il passe déjà par une reconnaissance que derrière ce mot de misère, il y a des personnes. Et que ces personnes, si on tire un peu, c'est pas des étrangers. Elles sont quand même très nombreuses en France. Et même, je dirais même que ça pourrait être nous. Après un accident de la vie, un divorce, une perte d'emploi, ça pourrait être assez vite nous. Il y a la très grande pauvreté que vous avez évoquée, donc 2 millions de personnes qui vivent avec moins de 800 euros par mois. Mais il y a aussi une pauvreté diffuse. L'année dernière, il y a eu un sondage et 15% des ménages disaient qu'au moins une fois dans l'année, ils étaient allés à une banque alimentaire. 15% des ménages, donc c'est quand même pas des chiffres. Donc je pense qu'il y a déjà une reconnaissance à avoir. Et puis au-delà de la question des financements, qui est pour moi une question centrale, bien sûr, il y a la question de la maltraitance. Donc ça, effectivement, ATD Quart-Monde cette année, avec d'autres, a axé cette journée autour de la maltraitance institutionnelle. Mais ce qui me marque, c'est que nous, on a interviewé Véronique Devise l'année dernière, donc l'ancienne présidente du Secours catholique, et qui avait utilisé presque les mêmes termes. Elle avait parlé de mur administratif. Qu'est-ce qu'on entend par la maltraitance institutionnelle? Ça peut paraître un peu barbare. Voilà, en fait, quand vous êtes en demande d'aide, en demande que vous avez des interactions avec l'administration, quand vous êtes pauvre, que vous avez déjà des difficultés pour maintenir une adresse, que vous avez des difficultés à écrire, que vous avez parfois des difficultés à parler, qu'évidemment vous avez des difficultés comme quand même tout un pan de la population avec Internet, l'informatique, etc. En fait, il n'y a personne pour vous aider. Vous croisez rarement une personne humaine qui dit « Ok, votre cas, il ne rentre pas dans les cases, j'ai compris, je vois comment vous pourriez y arriver, je vais vous aider en fait, je vais vous aider. » La personne qui tend la main. Voilà, je vais vous aider au lieu d'en fait tout faire pour mettre des bâtons dans les roues, pour vous rayer en fait des listings. C'est le cas concernant le chômage, c'est le cas concernant les aides, où en fait on traque tout sous l'angle de la fraude. Alors il faut s'attaquer à la fraude bien évidemment, mais en fait cette vision fraude, du coup elle s'applique à tout le monde. C'est le cas aussi pour tout ce qui est demande de titre de séjour. C'est des parcours du combattant en fait. Il n'y a jamais personne qui regarde votre dossier avec humanité et qui dit ok, j'ai compris, vous rentrez pas tout à fait dans les cases, mais en fait on va vous aider parce que vous avez besoin d'aide et ces aides, vous y avez droit. Jean-François Coulon-Desarts. Oui, non, tout ça est très bien, tout ça est très dégouline de bons sentiments. Moi, j'ai un peu de mal avec les journées mondiales. J'ai vraiment l'impression qu'on se donne bonne conscience à bon compte pendant 24 heures. S'attaquer à la misère, c'est pas une journée, ça doit être tous les jours. Donc je suis un petit peu dubitatif avec ça. C'est l'occasion d'en parler. On devrait en parler tous les jours. Je veux dire, si c'est 9 millions de personnes sous le seuil de la pauvreté en France, les chiffres m'étonnent un peu quand même. On est quand même la 6e puissance mondiale. Je trouve ça un peu... Donc c'est un discours comme ça, voilà, plein de bons sentiments, mélange Cosette, Zola, etc. Je trouve ça un peu irritant et un petit peu... c'est ça, on se donne bonne conscience à bon compte. Allez, pendant 24 heures, c'est fait. Après, on passe à autre chose, il y aura une nouvelle journée, etc. Et on va encore pleurer, larmoyer. Tout ça mérite un peu, je dois dire. Si on s'en réfère à l'Évangile, c'est tous les jours qu'on tend la main. C'est pas une journée par an, pardon. Maintenant, c'est l'occasion peut-être de mettre le doigt sur des aspects de dysfonctionnement. Il suffit, mais des dysfonctionnements. La maltraitance institutionnelle, par exemple. La maltraitance institutionnelle, mais bienvenue chez Kafka, bienvenue dans l'administration française. Mais il n'y a pas que pour les gens qui
qui sont sous le seuil de la pauvreté. Faites une prime rénov', vous allez voir un peu. C'est exactement pareil. On a l'impression de découvrir la Lune, quoi. Ça se passe tous les jours. Donc, simplifier l'administration, tous les gouvernements s'y sont attaqués, même ceux de Pompidou, et pour l'instant, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Je reviens sur le seuil de pauvreté. Vous dites 9 millions, effectivement, c'est 9 millions de personnes en 2022 sous le seuil de pauvreté. La raison, elle est assez simple. Pour définir le seuil de pauvreté, il faut se poser la question, qu'est-ce que le seuil de pauvreté ? On prend la moitié de la population qui gagne le mieux, la moitié de la population qui gagne le moins, et c'est 60% de la médiane, donc 60% du chiffre où il y a autant de personnes au-dessus et en dessous. Il faut faire un tout petit peu de pédagogie sur ce seuil de pauvreté. Ça correspond en gros à 1216 € pour une personne vivant seule. Un SMIC. À peu près un peu moins que le SMIC. Le SMIC est 1300, oui. Et 2554 € pour un couple avec 2 enfants âgés de moins de 14 ans. Voilà pour le seuil de pauvreté. D'accord, alors ça c'est beaucoup plus clair. Donc c'est-à-dire que si on gagne moins de 1100 €, on est sous le seuil de la pauvreté. 1200 € par mois seul, vous êtes sous le seuil de pauvreté. Oui, bon. J'ai appris quelque chose, merci. Ce n'est pas loin du SMIC, c'est vous qui l'avez dit, ce n'est pas loin du SMIC. Voilà. Et la quantité de Français au SMIC, c'est-à-dire que le danger aujourd'hui, c'est que vous avez ce qu'on dit, ce sont l'étage inférieur des classes moyennes qui se sent menacé de plus en plus par mais ça, cette grande pauvreté. C'est un autre sujet. La grande pauvreté, attention au mot, c'est le glissement. Mais c'était les gilets jaunes. Les gilets jaunes partent pourquoi ? Ce sont des gens qui travaillaient, le couple travaille, etc. Et tout d'un coup, ils n'ont pas droit à aucune aide, contrairement. Et tout d'un coup, ils se sentent glissés. C'est ça qui a fabriqué les gilets jaunes. Effectivement, personne, disait madame, est à l'abri d'un accident de la vie, d'un glissement de terrain, si j'ose dire. Là, on est tout à fait d'accord. Mais bon, sachons raison garder, quoi. Quand on dit par quoi passe le refus de la misère, quand on est sur une antenne comme la nôtre et qu'on a un discours, vous l'avez dit, c'est l'évangile, c'est tous les jours, mais une fois qu'on a dit ça, Laurence Desjoyaux. Alors effectivement, je pense qu'il y a quand même une vision chrétienne de ce refus de la misère qui passe justement par le fait que on ne parle pas juste d'aide. Voilà, donc la doctrine sociale de l'Église est quand même assez claire en mettant en avant l'option préférentielle pour les pauvres. Je pense que nous, catholiques en France, avec une partie du catholicisme qui a quand même une sociologie assez bourgeoise, on peut parfois l'oublier. Cette option préférentielle pour les pauvres, elle a beaucoup de facettes. Je pense qu'une des facettes pour nous chrétiens, c'est quand même la rencontre. On a quand même beaucoup de lieux où on peut rencontrer des personnes qui sont dans la misère. On devrait vraiment tous franchir ce pas parce que justement, la rencontre et même l'amitié, ça permet de sortir en fait des idées simples. Comme toujours, quand on connaît bien un problème, finalement, on voit que c'est plus compliqué que les grands slogans, les annonces politiques, les déclarations. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est ce qui avait été élaboré par le Diaconia 2013. On a un peu oublié, c'était une année au service de la diaconie, le mot était un peu barbare. Mais en fait, l'idée, c'était quand même de mettre les pauvres au centre de la décision, et de les inclure dans les instances à la fois de l'Église mais aussi des associations. Et je pense que ça, c'était quand même une idée qui a fait son chemin petit à petit. Alors c'est pas parfait, mais qu'est-ce que ça veut dire, Laurence? Ça veut dire mettre les personnes concernées au cœur des décisions. Ça veut dire au Secours catholique, dans chaque bureau, vous avez une vice-présidence, c'est une personne en situation de pauvreté qui est là. Dans les conseils épiscopaux, mettre des personnes qui sont en situation de pauvreté ou avec un handicap, etc. Mais en tout cas, je pense que inclure les personnes concernées dans les circuits de prise de décision et même dans la réflexion de ce qu'on pourrait faire, c'est une bonne idée parce que ça permet de sortir un peu des projections aussi. Jean-François Coulon-Desarts, l'État est le seul acteur à pouvoir agir ? Mais non, l'État, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et Madame l'a très bien dit, l'État n'est pas le seul acteur. Tout le monde peut agir, tout le monde peut s'occuper. Mais les pauvres, qu'est-ce qu'on fait plutôt pour tenter de les sortir de la pauvreté ? C'est peut-être ça qui serait plus intéressant. Parce que sinon, encore une fois, on se donne bonne conscience à bon compte. On est assez pauvres. Ça s'est fait tout au long des siècles. Et qu'est-ce qu'on peut faire, justement ? Alors là, je ne suis pas homme politique. Je veux dire, il y a plein de choses à faire. Mais faisons d'ailleurs chacun à son niveau. Tendons la main. Moi, je m'occupe personnellement d'un SDF. Je veux dire, mais personne n'a besoin de le savoir. Faisons que chacun fasse à son niveau. Vous allez voir que les choses vont s'arranger. Vous pouvez réagir à tout moment, direct@rcf.fr, direct@radionotre-dame.com. Certains auditeurs réagissent notamment sur la maltraitance institutionnelle. Je pense que le concept peut sembler un peu compliqué, mais vous l'avez pourtant bien dit, Laurence Desjoyaux tout à l'heure. Il s'agit simplement de tous ces mécanismes qui contribuent à ce qu'on ne permette pas aux gens de sortir de la pauvreté dans laquelle ils sont. On comprend bien
la situation. Allez parler de solidarité à un guichet, on vous regardera bizarrement. Vous voyez, donc c'est le paradoxe entre le discours et la réalité, le mur administratif, la maltraitance institutionnelle. Je pense qu'on peut très bien considérer, voir, si tant est qu'il y a encore des guichets, parce que quand l'État ferme ses guichets, évidemment, c'est encore plus difficile. Mais la question, c'est de savoir si le travail, par exemple, n'est pas la véritable inclusion, en fait, et la seule manière de sortir de la pauvreté, finalement, Laurence Desjoyaux. Alors justement, sur cette question, voilà, donc la stratégie du gouvernement ces dernières années, ça a été vraiment la sortie de la pauvreté par l'emploi. Alors effectivement, dans l'idée, je veux dire, évidemment, je suis à 100% d'accord. L'emploi, c'est vraiment un vecteur d'insertion, c'est un vecteur de revenus, c'est super. Mais la réalité, c'est que ça marche pas très bien. Donc on voit aux États-Unis où il y a des taux d'emploi qui sont proches du plein emploi, on a quand même une grande pauvreté. Et en France, alors même que le taux d'emploi s'est beaucoup amélioré, on n'a pas réussi à éroder ce socle de grande pauvreté. Alors il y a eu notamment l'expérimentation avec le RSA où il fallait travailler 15 heures pour toucher le RSA. Donc nous, on a fait un grand reportage dans la Creuse qui a été vraiment la région pilote de cette démarche. Mais c'est un peu bancal. Pour que ça marche, il faut mettre une personne derrière chaque personne au RSA pour vraiment tout reprendre. Alors ça marche à la marge dans un tout petit département, mais ça ne pourra pas marcher de façon massive. Donc moi, je pense que faire passer toute la stratégie de lutte contre la pauvreté par le retour à l'emploi, c'est peut-être une erreur. Voilà. Donc si quelqu'un avait la solution, ça se saurait. Mais en tout cas, cette grande pauvreté, elle ne peut pas juste être résolue par le retour à l'emploi, tout simplement parce qu'aussi, quand on s'est arrêté pendant longtemps, c'est très difficile de reprendre. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont classés inactifs dans ces personnes qui sont en situation de grande pauvreté, mais qui en fait ne sont pas inactifs. Et notamment, souvent, ce sont des aidants. En fait, souvent, ils s'occupent d'un membre de leur famille, ils s'occupent de leurs parents âgés, d'un mari, d'une personne handicapée. Donc, il y aurait aussi une question de revaloriser cette idée que les gens sont inactifs. En gros, qui font rien, qui touchent les aides et que c'est le bon citoyen français qui paye pour ces gens qui font rien. Je crois que vraiment, il y a un petit effort à faire pour comprendre qu'est-ce que c'est cette inactivité et qu'elle n'est pas si inactive que ça, et qu'en fait même, elle porte une partie de la société. Nous sommes toujours avec Jean-François Coulon-Desarts, journaliste et écrivain, Laurence Desjoyaux, journaliste à l'hebdomadaire La Vie. Après les informations, on reviendra sur le Liban. Quel rôle la France doit-elle jouer au pays du Cèdre? Réagissez dès à présent, direct@radionotre-dame.com, tout attaché. La suite du débat du jour, toujours avec Laurence Desjoyaux, journaliste à l'hebdomadaire La Vie, Jean-François Coulon-Desarts, journaliste et écrivain. Est-ce qu'on peut entrevoir, comme le pense Joe Biden, est-ce qu'on peut entrevoir la fin de la guerre au Proche-Orient? Ça paraît compliqué dans la bande de Gaza. À 3 semaines de l'élection présidentielle, les États-Unis voient dans la mort du chef du Hamas une occasion unique et entendent redoubler leurs efforts. Mais donc, la question qui se pose, c'est est-ce que vraiment cette issue pourrait advenir, sachant qu'à côté, au nord, il y a le Liban, que le président français Emmanuel Macron a demandé de son côté à Israël de mettre fin à ses opérations militaires au pays du Cèdre et de ne pas y étendre son action au sol, de respecter la souveraineté du pays. Va-t-il se faire entendre, Jean-François Coulon-Desarts? Dans ce dossier, on a du mal à suivre la pensée du président Macron. Souvenez-vous, au début du conflit, il était pour que nous fassions une grande coalition anti-Hamas. Puis on a rétropédalé. Et puis ce qu'il a dit le 7 octobre pour ce tragique anniversaire, selon lui, ça a été une catastrophe, je veux dire, sur la création d'Israël, etc. Donc je ne suis pas sûr que l'influence française au Liban et dans cette région du monde, je ne suis pas sûr, parce que finalement, qu'est-ce qui se joue maintenant? C'est qui va être à la table des négociations. Les Américains y seront, ça c'est une certitude, puisque leur soutien est indéfectible à Israël. Je ne suis pas sûr que les Français y soient. Alors on pourrait essayer de faire que l'Europe y soit, mais le président Macron, quand même, on a quand même perdu beaucoup de crédibilité
crédibilité à l'international. Je veux dire, le macronisme, c'était parti comme une épopée, ça finira en anecdote. Hein. Et est-ce que, Jean-François Collomb-des-Arts, est-ce que le Liban n'est pas un moyen de raccrocher la France, justement, au wagon de ces négociations ? Les Français ont toujours été très proches du Liban, puisque ça a été à un moment un protectorat français, tout le monde le sait. C'est un peuple qui nous est très proche, mais le Liban, tout le monde l'a laissé tomber. Je suis désolé, y compris la France n'a pas levé le petit doigt. Regardez dans quel état est ce pays. Je veux dire, complètement ruiné. Personne n'a rien fait pour aider les Libanais. Donc maintenant, la stratégie d'Israël, j'allais dire, après avoir éliminé le chef du Hamas, après avoir éliminé aussi de l'autre côté le chef du Hezbollah, ils vont continuer. Ils ont une occasion en or, les Israéliens, de se débarrasser du Hezbollah à leurs frontières. Donc bien sûr qu'ils vont pas s'arrêter en cours de route. Et donc les injonctions... Et donc de taper, parce que le problème, c'est l'Iran, c'est pas le Hezbollah. Si l'Iran coupe la subvention, les armes, arrête, le Hezbollah s'effondre, il n'y a plus rien. Et de toute façon, ce pays du cèdre, le Liban, qu'on aime tous beaucoup, il faut tout reprendre à la base. Cette constitution confessionnelle est impossible à tenir. On l'a bien vu depuis la fin de la guerre. C'est strictement impossible. Il a rappelé, Emmanuel Macron, que la France allait accueillir le 24 octobre une conférence de soutien au Liban et à sa souveraineté, Laurence Joyaux. On verra qui y vient. Oui, je crois que sur l'influence de la France et le rôle de la France au Liban, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a quand même un rôle humanitaire. On a quand même beaucoup aidé ce pays, notamment depuis 2020 et l'explosion de ces silos sur le port de Beyrouth. Voilà, je pense que depuis 2020, la France a dû quand même débloquer au moins une centaine de millions d'euros. Et Jean-Noël Barrot, qui est donc le ministre des Affaires étrangères, qui s'est rendu à Beyrouth tout de suite après l'intensification des frappes de la part d'Israël, a quand même emmené dans ses valises 10 millions d'euros et puis 12 tonnes de médicaments. Alors voilà, ce rôle humanitaire, il est là. C'est peu, mais c'est déjà quelque chose. Par ailleurs, la France a beaucoup fait pour essayer de débloquer le grippage institutionnel libanais. Depuis 2019, en fait, il y a eu des grandes manifestations de toute une partie de la population qui demandaient le changement. Voilà. Et à cette occasion, Emmanuel Macron s'est impliqué pour essayer d'être un des artisans de ce changement et d'un peu refaire marcher cette machine institutionnelle libanaise qui était complètement grippée. Voilà, il n'y a plus de président au Liban depuis 2022 et la fin du mandat de Michel Aoun. Et depuis, donc, les députés n'arrivent pas à élire un président. Voilà, comme l'a dit monsieur, le problème est en partie confessionnel, puisque traditionnellement le président est chrétien, le Premier ministre est sunnite, le président du Parlement est chiite. Sauf que l'emprise du Hezbollah sur toute cette machine et sa version politique, donc le parti Amal, fait qu'il est très difficile de nommer un président qui lui soit opposé. Donc, et comme le Parlement est complètement divisé, voilà, on arrive à une situation de blocage. Et ça, Emmanuel Macron, voilà, qui a été accueilli en partie en héros en 2019, il y a quand même une partie du peuple libanais qui demandait un retour du mandat. Ça, vraiment, il n'a pas réussi. Voilà. En même temps, il faut dire que c'est quand même pas facile de résoudre quelque chose au Liban. Donc le Liban, il faut le dire, c'est un État failli. Donc là, c'est pas l'État qui vient en aide aux blessés, à toutes ces familles déplacées. 1,2 million de déplacés aujourd'hui au Liban, il faut quand même le dire, hein, c'est quand même massif, je pense qu'on n'en parle pas assez. C'est pas l'État qui vient en aide, il n'y a plus d'État. L'armée, enfin, voilà, les militaires sont payés une misère. Donc l'État est inexistant, c'est le tissu associatif libanais en partie qui prend le relais, sauf que ce tissu associatif est essoré. Voilà. Après le 4 août, l'explosion du 4 août, c'est eux qui ont reconstruit. Et là, vraiment, il y a une très grande difficulté. Et voilà, sans aide extérieure, ce tissu associatif ne pourra pas tenir, en fait. Jean-François Collomb-des-Arts. Vous avez tout à fait raison. Les Libanais survivent avec la diaspora à l'étranger. Les Libanais de l'étranger qui envoient des fonds et des subsides au pays. Sinon, ça serait encore plus catastrophique. Donc, finalement, si on résume, si les Israéliens viennent à bout du Hezbollah, ils vont rendre un grand service au Liban. Alors, c'est la thèse que défend Israël, ça. Ils vont rendre un grand service au Liban. Mais maintenant, vous avez aussi ce qu'on a entendu sur notre antenne hier, en particulier, oui, mais les personnes du Hezbollah qui sont libanaises, il y a une sorte de fraternité aussi entre Libanais, malgré tout.
Écoutez, ça, je ne suis pas libanais, je dois dire, ça fait très longtemps que je ne suis pas. C'est ce que nous disait Fouad Hassoun. Je ne veux pas. Oui, mais c'est bloqué. Alors, soit il faudrait faire une assemblée constituante pour refaire une constitution. Il faudrait faire, mais ce pays dans un tel état, je veux dire, c'est absolument redoutable. Le système parlementaire et puis le système politique qui prévoit. Alors, vous dites c'est fini, mais n'est-ce pas. En tout cas, on en a vu les limites. Les limites, bah oui. Mais est-ce qu'il faut le passer par perte et profit, ce système, Laurence Desjoyaux? Alors, moi, je ne suis pas une spécialiste du système libanais. Je pense qu'il y aurait des choses à changer. Sur la question du Hezbollah, il faut dire que jusqu'à 2019, au moins, le Hezbollah avait quand même une certaine popularité chez les Libanais parce qu'il apparaissait comme un parti différent. Il faut comprendre que le Hezbollah, c'est donc un mouvement armé, c'est aussi un parti politique. Voilà, donc c'est très intriqué tout ça. Donc ça apparaissait comme un parti différent, sauf qu'en 2019, on s'est rendu compte que le Hezbollah n'allait pas répondre aux aspirations de changement et on s'est rendu compte qu'il avait infiltré toutes les composantes de l'État. Quand je dis toutes les composantes de l'État et toutes les composantes de la société, ça veut dire vous allez à l'ordre des médecins, il y a des gens du Hezbollah. Vous allez à la sécurité civile, c'est des gens du Hezbollah. Si vous voulez rentrer là-dedans, il faut être membre du Hezbollah. Donc en fait, quand on dit que Israël va détruire le Hezbollah, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il branche armée. La branche armée, ça veut dire la branche armée. Ça veut dire quoi? Ils font comme le Hamas à Gaza, c'est-à-dire qu'ils vont détruire tout ce qu'il y a autour. Ils vont détruire tant de pourcents de plus. Voilà, déjà, il faudrait savoir ça, parce qu'on a vu quand même que la vision d'Israël était quand même assez extensive quand il s'agissait de détruire un mouvement terroriste. Et ensuite, effectivement, soit on a une vision optimiste, on se dit, voilà, ça va permettre de rebattre les cartes, de construire autre chose, soit on peut avoir une vision très pessimiste en disant que ça aura plongé le pays dans un chaos tel qu'il ne s'en remettra pas. Donc je pense qu'on ne peut pas avoir une vision trop optimiste de ce qui peut se passer, mais c'est vrai que notamment parmi les chrétiens que moi j'interviewe, il y en a vraiment qui souhaitent la fin de cette pieuvre, comme ils l'appellent vraiment la pieuvre. Et la France ne peut décidément jouer aucun rôle. Alors, la France a essayé. À part l'humanitaire. On envoie des médicaments. Oui, non, mais la France a essayé. Écoutez, la France a essayé quand même. On peut dire ce qu'on veut. La France quand même essaye. Donc, on l'a dit, le ministre des Affaires étrangères était sur place quand même assez tôt. Voilà, c'est le fils d'un grand ami du Liban, Jacques Barrot. Ensuite, la France a essayé avec les États-Unis de proposer un cessez-le-feu. Ils se sont quand même pris un camouflet monumental puisque Jean-Noël Barrot était au Liban quand Israël a lancé son offensive, claquant la porte au nez. Nous, le problème, c'est qu'on n'a pas de moyens de pression. Les États-Unis en ont un, à savoir les armes qu'ils fournissent, puisque, comme vous dites, le Hezbollah sans l'Iran, c'est plus le Hezbollah. Mais Israël sans les États-Unis, c'est plus Israël. Donc, les États-Unis ont un énorme moyen de pression qu'ils n'utilisent pas pour l'instant. Alors, pour l'instant, ça reste des mots, mais en tout cas, on sait comment faire pression sur Israël. Et la France n'en a pas, donc? La France a strictement aucun moyen, mais De Gaulle avait raison, il faut toujours se méfier des idées simples dans un Orient compliqué, de plaquer des idées simples sur un Orient compliqué. Mais en fait, c'est un conflit ça passe au-dessus du Hezbollah et des Israéliens. C'est un conflit l'Iran-États-Unis qui dure depuis des années. Donc voilà. L'Iran, une fois que la République des Mollahs sera à terre, la donne va totalement changer dans toute cette région du monde. C'est des choses, je pense, que nous verrons parce que les gardiens de la Révolution, c'est 500 000 personnes. Regardez tous ces jeunes gens iraniens, toutes ces jeunes iraniennes qui se sont fait tuer uniquement parce qu'elles veulent vivre sans voile sur la tête. On en est à des centaines de morts. C'est un régime qui n'hésite pas à massacrer sa population. Ce qui va sauver l'Iran, à mon avis, c'est qu'il y a combien 65% de la population à moins de 25 ans. Et ils veulent vivre différemment. Donc, les gardiens de la Révolution, encore une fois, c'est un petit nombre qui a préempté tout le pays, à la fois économique, tout l'argent vient vers eux, etc. C'est une mafia. C'est pas autre chose que ça, c'est une mafia. Donc, à un moment, l'histoire va rencontrer les aspirations du peuple et ces gens-là seront heureusement chassés du pouvoir. N'est-ce pas un espoir un peu démesuré parce que... Vous savez, l'espoir démesuré, on l'a dit, on l'a dit avec l'URSS, personne n'y croyait. Regardez ce qui s'est passé. Non. Oui, on l'a dit aussi avec l'Afghanistan et malheureusement. Non, mais l'Afghanistan, c'est un pays totalement à part. L'Afghanistan, c'est un pays terrible. Les Anglais s'étaient fait chasser le dernier combat des Anglais à cheval au 19e siècle. L'Afghanistan, c'est extrêmement compliqué. C'est une histoire de tribu, c'est un pays de tribu. On a encore une fois voulu plaquer des concepts occidentaux là-dessus. Ça marche même pas. l'URSS, on ne peut pas dire que ça soit totalement pacifié tout de même. Pacifié, je veux dire, le communisme est tombé. C'est ça. Là, les mollahs tomberont un jour, ça vous verrez.
Laurence Desjoyaux ? Moi, je crois qu'on a quand même beaucoup voulu remodeler le Moyen-Orient ces dernières 40 voire 50 années, avec peu de réussite quand même. Voilà, effectivement, on a affaire à des régimes qui sont dictatoriaux, qui sont oppressifs. Voilà. En Irak, les Américains ont essayé. Voilà, ils ont voulu amener la démocratie et la paix. On a eu Daesh. En Afghanistan, 20 ans après, on a un retour complet en arrière. Voilà. Moi, je veux croire qu'au Liban, à Gaza, ce sera différent, mais les Américains ont fait, vous avez raison, les Américains ont fait beaucoup de bêtises en politique extérieure. Regardez, sur l'Afghanistan, quand les Soviétiques envahissent l'Afghanistan, les Américains font monter et subventionnent et créent les talibans. On a vu ce que ça a donné. La créature a explosé après. Le Hamas, c'était ça aussi. Le Hamas est une création, il faut le rappeler, des Israéliens pour embêter M. Arafat et son Fatah. Pour qu'il y ait voilà. Et le Hamas a explosé aussi à la tête des Israéliens. Moi, je suis surpris que les dirigeants, nos dirigeants, les dirigeants mondiaux de tous les pays, aient des si courtes vues. Je veux dire, une politique, quand on dirige un pays, ça se fait à une génération, ça se fait pas à une élection. Et pourquoi se sent-on finalement responsable de ces pays-là, d'une certaine façon ? Si on en parle, c'est qu'on estime qu'on a une responsabilité à leur égard, oui, alors qu'on pourrait avoir un raisonnement peut-être plus... Mais parce qu'en Irak, les Américains ont voulu amener la démocratie, mais laisser faire les peuples. Si ils préfèrent avoir une main de fer pour diriger le pays, si c'est la question. Bien, oui. Ben non, on aurait dû, on peut intervenir pour sauver ces jeunes Iraniennes, oui, ça. Mais laisser faire les peuples. La démocratie, il a fallu combien de temps, nous, pour que la démocratie prenne corps dans nos sociétés occidentales ? Il a fallu 200 ans. Donc, on ne fait pas ça en 2 ans. Donc, c'est une question de temps, etc. Mais on a souvent entendu ce discours-là. Mais c'est vrai, bah oui, mais il marche. Je suis désolé. Quand vous voyez l'histoire, ça fonctionne. C'est une grille de lecture qui fonctionne. L'ingérence occidentale, c'est une manière d'exprimer sa supériorité à l'égard d'autres régions du monde. Pour vous, Laurence Desjoyaux, ou est-ce qu'il faudrait Moi, je pense en sortir je pense que oui, il faudrait en sortir. Et je pense qu'il y a un basculement qu'on mesure pas assez. C'est à quel point il y a un décrochage de ce qu'on appelle la communauté internationale, qui est en gros résumée aux États-Unis et à l'Europe, par rapport à ce qu'on appelle peut-être un peu facilement le Sud global, qui ne partage plus nos vues et qui commence à être assez nombreux, le Sud global, puisque dedans vous allez inclure la Chine, toute l'Amérique latine, etc. Sur la question d'Israël et de Gaza, ce Sud global, c'est quand même rangé côté palestinien. Et voilà, donc quand on dit la communauté internationale va faire ceci, cela, qui c'est la communauté internationale aujourd'hui ? C'est plus grand monde de fait, et c'est vu comme une espèce de pays qui se considérerait comme une élite et qui voudrait imposer leur vue de plus en plus. Donc je pense qu'il y a vraiment une décrédibilisation de ce qu'est cette communauté internationale, de ce qu'elle a fait. Moi, ce que j'entends beaucoup, c'est le 2 poids 2 mesures, voilà. Tout le temps, on me dit c'est 2 poids 2 mesures. Ce que la France avait avec l'Ukraine, pourquoi elle le fait pas voilà, on a accueilli les Ukrainiens, pourquoi on n'accueille pas des Palestiniens ? Voilà. Et en fait, c'est ce qui monte dans ce Sud global. C'est l'impression que toutes les vies ne se valent pas, et c'est l'impression que ce qu'on appelle la communauté internationale, qui est un nombre quand même maintenant restreint de pays, applique ses vues sans vraiment se préoccuper de la manière de penser et de comprendre le monde de toute une autre partie du monde. Non, on est rentré dans un monde difficile et surtout dangereux. Les guerres vont reprendre. On a cru que la paix, depuis 1945, en tout cas en Europe, était une chose acquise. Il y a toute une génération qui pense que... Alors tout d'un coup, en Yougoslavie, on s'est aperçu que dans les années 90-91, que c'était pas si acquis que ça. Et puis surtout, c'était en Europe. C'était pas très loin. Ces guerres, sinon, qui sont au bout du monde, un peu... on voit ça de très très loin. Et bien là, la paix, c'est ce qu'il va falloir préserver maintenant. Regardez les Chinois, avec le président chinois qui regarde Taïwan et qui va finir par, s'il finit par attaquer Taïwan, les Américains vont entrer en guerre. Si les Américains entrent en guerre, etc. Ça risque d'être un jeu de domino redoutable. Alors maintenant, M. Netanyahou, c'est le va-t-en-guerre, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est à la tête d'un gouvernement, je n'aime pas du tout M. Netanyahou, mais pour lui aussi c'est une question de survie, parce que quand M. Netanyahou ne sera plus Premier ministre, M. Netanyahou va se retrouver dans la justice, et il le sait. Et plus il recule ce moment-là, mieux ça doit être pour lui, je suppose.
Jean-François Coulon des Arts, journaliste et écrivain, Laurence Desjoyeux, journaliste à l'hebdomadaire La Vie, le débat du jour. Et on parle du Doliprane à présent. Eh oui, le Doliprane doit-il rester français, avec un coup de théâtre dans la cession de ce médicament, le fonds français PAI, dont l'offre avait été écartée, a renchéri pour racheter la filiale du groupe pharmaceutique qui commercialise ce médicament. Mais Sanofi s'est étonné que cette proposition hors délai donc survienne et que cela remette en jeu la question de la propriété du Doliprane. Alors, est-ce qu'il y a, sur ce dossier, des idées à faire partager, des idées stratégiques aussi? Est-ce que posséder, justement, un médicament, on l'a vu avec le Covid, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un élément déterminant? Ça correspond à une demande de la société française? Ou bien est-ce qu'on peut le laisser au gré des propositions du capitalisme financier? Jean-François Coulon des Arts. Et vous pouvez réagir aussi par mail. Mais tout à fait. direct@radionotre-dame.com ou rcf.fr. Au moment du Covid, on s'est aperçu qu'on n'avait plus un médicament dans nos pharmacies, plus un médicament à l'hôpital, etc. Et que tout est fabriqué en Asie. Donc, un pays, ça passe par l'indépendance alimentaire, par l'indépendance aussi médicale. Si vous ne pouvez pas soigner votre population, on fait comment si on est à la merci de... Alors maintenant, pourquoi il y a des pharmaciens qui m'ont expliqué ça? Pourquoi il y a des pénuries de médicaments? C'est très simple. Parce que nous sommes le pays qui les payons le moins aux laboratoires. Donc, les laboratoires servent d'abord ceux qui payent plus, et puis après, ceux qui payent moins. C'est assez simple à comprendre. Donc, alors on s'est focalisé sur le Doliprane, parce que c'est un des médicaments qui est le plus vendu en France. Est-ce qu'il faut qu'on ait des usines pharmaceutiques dans notre pays? Oui. Est-ce qu'il faut réindustrialiser? Parce que le dossier est beaucoup plus vaste que ça. Est-ce qu'il faut réindustrialiser la France? Oui. Je veux dire, on a je ne vais pas arriver à le dire. Désindustrialisé. Bravo, vous êtes très fort. Mais la France depuis 40 ans. Maintenant, il faut refaire des usines, il faut refabriquer en France. Et d'ailleurs, il faut rappeler que le principe actif du Doliprane, depuis 2009, n'est pas fabriqué en France. C'est fabriqué en Inde et en Chine. Ce qui est fait en France, dans l'usine de Lisieux en l'occurrence, c'est simplement les gélules. Alors le laboratoire se défend en disant qu'on vend ça, parce que c'est une très bonne affaire pour permettre d'investir dans la recherche. Oui, ça se conçoit. Mais heureusement, il y a quelques années, le gouvernement français, je ne sais plus sous quelle obédience, a fait qu'on peut interdire de vendre à l'étranger des industries qui sont trop touchy pour nous, notamment l'industrie militaire. Parce que sinon, les Chinois venaient faire leur service, venaient acheter chez nous, quoi. Donc, heureusement, ça, ils se sont inspirés. Donc, est-ce qu'il faut faire la même chose avec les médicaments? Il faut qu'on puisse soigner les Français. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste, mais il faut qu'on puisse soigner les Français, quoi. C'est impossible que dans la 6e puissance économique du monde, il y ait des pénuries de médicaments, quoi. Je veux dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Laurence Desjoyaux. Alors sur le Doliprane, il y a effectivement plusieurs problèmes. Il y a la question du médicament et puis la question de la molécule. Donc sur la molécule, le paracétamol, donc qui n'était pas fabriqué dans ces usines qui sont à vendre, donc la boîte s'appelle Opeya. Sur le paracétamol, il y a un plan gouvernemental de rapatriement du paracétamol chez nous. Donc en 2025, il y a une première entreprise qui s'appelle Ipsophène à Toulouse qui va commencer sa production et qui promet de proposer 3400 tonnes de paracétamol par an, et puis une deuxième qui s'appelle Sequence qui va faire la même chose. Mais la question, c'est que qui va acheter, puisque ça va être du paracétamol qui va quand même être 3 à 4 fois plus cher que le paracétamol qui est produit en Inde ou en Chine. Donc, la question, c'est est-ce qu'on se focalise sur ces produits très consommés en France et qu'on les paye cher? Est-ce qu'on est prêt à les payer plus cher déjà pour avoir cette souveraineté, on va dire, médicamenteuse? Ou est-ce qu'un pays comme le nôtre ne doit pas se concentrer sur les produits à plus forte valeur ajoutée? Et on a vu dans ce domaine qu'on était aussi un peu largué par rapport à la concurrence internationale, puisque l'ARN, ça avait été découvert en France, mais c'est pas Sanofi qui a fait le vaccin. Donc Sanofi dit on vend le Doliprane parce qu'on aimerait se concentrer sur les molécules pour les traitements du cancer, pour les nouvelles thérapies. Donc il y a vraiment un équilibre à trouver, mais de toute manière, je crois que c'est tout un écosystème plus général qui va de la recherche à l'industrie,
aux usines, à la distribution, c'est tout un système qui vraiment est défaillant aujourd'hui. Et nous, à La Vie, on avait interviewé quelqu'un à propos de la viande de Biogarant, donc pour lequel il y avait eu à peu près le même débat il y a 6 mois, et qui avait dit de toute façon, dans 10 ans, la France sera un désert de production pharmaceutique. On a complètement décroché. Donc, il y a une perte d'attractivité de notre pays, une perte de recherche, etc. Donc, on peut... Et pourquoi parce que, on fait plus de recherche, on ne finance plus assez la recherche chez nous, parce que on produit moins cher ailleurs. Donc, c'est un ensemble de facteurs qui fait qu'on a décroché comme dans d'autres domaines industriels. Donc, je pense que réindustrialiser dans tous ces domaines-là, qui ne sont pas des domaines de pointe, ça va être quand même assez compliqué. Voilà. Après, la question de la souveraineté sur le Doliprane, est-ce que c'est vraiment très important qu'on ait la souveraineté du Doliprane ? Il faut savoir que je pense que le Doliprane fait partie de la liste des médicaments qui est justement... donc en 2014, il y a eu ce décret Montebourg concernant la souveraineté de la France. L'idée, c'était de dire, dans certains secteurs, la vente d'entreprises doit être soumise à autorisation préalable. Enfin, je ne sais pas quel est exactement le système, mais en gros, on ne va pas laisser partir, comme vous dites, des joyaux de l'industrie militaire. Mais ça concernait aussi le médical. Et plus récemment, il y a eu une liste de médicaments en disant ça c'est souveraineté, on va dire. Mais l'État peut être volontariste, mais en même temps, pour garder tout ça, il faut énormément de moyens. Alors l'État a la BPI, la Banque publique d'investissement, mais la BPI ne peut pas tout racheter. Enfin, voilà, on est quand même dans une économie de marché. Donc soit on va sur un truc, une économie dirigiste, on change de braquet, soit sinon, il va peut-être falloir plutôt travailler à la question de la compétitivité des prochaines molécules, des médicaments de pointe. Jean-François Coulon-Desarts, l'économie de marché, donc aujourd'hui on est dedans, jusqu'au cou. Alors est-ce que c'est utile de s'émouvoir de cette question-là ? Et puis le marché peut-il faire moins bien que l'État ? Soit on laisse tout le marché, comme vous venez de dire, soit sinon on met un peu de dirigisme là-dedans. Tout dépend de ce que nos hommes politiques veulent faire, tout dépend du projet. Mais vu ce qui se prépare et un monde absolument tendu qui va devenir extrêmement dangereux, encore plus qu'il ne l'est aujourd'hui, il faut peut-être aussi avoir une grille de lecture à l'aune de ce qui risque de se passer. Mais le seul risque... Tout ne va plus bien. C'est comme parce que vous avez raison, il faut même élargir le débat. Regardez l'hôpital, vous avez 3 soignants et 7 fonctionnaires derrière. On a gonflé cette machine, on avait un des meilleurs hôpitaux de France, on nous enviait notre hôpital. Maintenant, il y a des problèmes absolument partout, à tous les étages. Le seul moment où ça a bien marché, c'est pendant le Covid. Parce que les professeurs de médecine venaient à la télévision pour expliquer que, voilà, le service de gériatrie, on l'a changé en lit Covid. Ça s'est fait en 24 heures. En temps normal, il aurait fallu 2 ans et 14 réunions. Et on n'aurait été pas sûr d'y arriver. Il faut redonner du pouvoir à l'hôpital, en tout cas aux médecins, au personnel soignant. Et la question, si je peux me permettre, c'est aussi celle du coût et du prix. C'est comme le bio, c'est comme le manger français, c'est comme la viande française. Et le Doliprane, c'est pareil. Est-ce que si on veut du Doliprane français avec une filière française et une souveraineté française, est-ce que vous et moi, on est prêts à payer plus cher notre Doliprane ? Est-ce que on est prêt à, dans le budget de l'État, il y a plus de budget pour ça ? C'est des choix, politiques et des choix citoyens. Peut-être en consommerait-on moins si ça n'était pas remboursé. Peut-être. Aussi. Et même quand c'est pas remboursé, aujourd'hui c'est très peu onéreux. Je viens de regarder, 2,18 € la boîte de 8 comprimés. Exactement, est-ce qu'on est prêt à payer 4 €? Ah oui, c'est multiplié par 2 en synthèse. Sachant que le Doliprane, il ne faut pas en abuser non plus. Exactement, sinon vous avez des problèmes de foie. Voilà. Donc il y a aussi des médicaments qui sont tellement banalisés que leur usage peut devenir, j'allais dire dangereux, mais en tout cas que leur usage peut en tout cas être détourné de leur vocation initiale. Eh bien peut-être que le prix est un facteur en fait sécurisant. Peut-être que pour éviter ça, on peut partir dans la nature, puisque La Vie cette semaine fait sa une sur la nature, je crois, Laurence Desjoyaux. Sur le retour du sauvage même, voilà, le réensauvagement comme projet pour lutter contre le béton. C'est-à-dire qu'on laisse un peu en friche ou... Voilà, dans beaucoup de domaines. Eh bien, c'est à lire donc dans La Vie cette semaine, à retrouver dans les kiosques. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Laurence Desjoyaux, journaliste à l'hebdomadaire La Vie. Merci Jean-François Coulon-Desarts, journaliste et écrivain pour le débat du jour.